Comment j'ai fait pour pouvoir devenir freelance? Dans cette vidéo, je partage avec vous une nouvelle forme de travail que vous pouvez considérer dès maintenant. Je vous explique ce qu'on entend réellement par freelance. Comment ça marche réellement? Pourquoi moi je suis devenu freelance et pourquoi vous également, vous pouvez considérer cette forme de travail alternative au travail salarié. On verra ensemble les étapes clés que j'ai mis en place pour réussir à faire ma transition de salarié vers freelance. Salut, moi c'est Natacha, ingénieure data scientist et entrepreneur. À travers cette chaîne, j'accompagne les personnes ambitieuses à réussir dans leur carrière et leur business grâce au retour d'expérience que je fais. Je partage sur la chaîne YouTube mes apprentissages, mes erreurs, ma vision du monde pour vous aider à avoir le mindset de gagnant nécessaire pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on va créer ensemble la plus belle communauté de personnes ambitieuses qui passent à l'action et qui ont de l'impact dans ce monde. Vous avez réalisé des actions, alors c'est parti pour le freelancing. Qu'est-ce qui se cache réellement dans ce thème? Ok? Qu'est-ce qu'on entend réellement par freelance? En français facile, freelance signifie indépendant. Ok? Donc les freelances, ce sont des consultants indépendants qui vont souvent réaliser des prestations de services pour des entreprises. Je prends un exemple simple. Moi, aujourd'hui, je suis data scientist. Ça veut dire qu'en réalité, ma mission, c'est d'accompagner des entreprises à prendre des décisions impactantes via des analyses de données, des modèles d'intelligence artificielle, de la programmation. Donc, j'utilise toutes ces compétences-là pour accompagner des entreprises. Quand j'étais salarié, j'accompagnais les directions de risques à mieux gérer les risques en développant des modèles mathématiques, en analysant les données. Il faut savoir que être salarié, les tâches qu'on fait en tant que salarié sont exactement les mêmes qu'on réalise en tant que freelance. Donc, si je suis freelance data scientist, je vais développer les modèles de machine learning, je vais analyser les données, je vais construire de l'intelligence artificielle pour les entreprises. Si aujourd'hui je suis freelance DevOps, je vais faire exactement les mêmes tâches, construire les pipelines pour les entreprises, mais cette fois-ci en tant qu'indépendant. Qu'est-ce qui change? C'est tout simplement la nature du contrat. Ok, regardez, être salarié, c'est quoi? C'est j'échange mon temps, mon expérience contre une rémunération. C'est ça le salariat. Et dans ce contrat-là, j'ai parfois un CDI ou un CDD, un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, qui viennent avec les avantages cotisation sociale, congé maternité, chômage, la retraite. Donc, il y a pas mal d'avantages côté salarié et on a un peu, entre guillemets, la sécurité de l'emploi. D'accord? Par contre, côté freelance, je fais exactement les mêmes tâches, mais par contre, au niveau social, il n'y a pas forcément un contrat de CDI ou CDD. C'est un contrat de prestation de service. Quel que soit le métier qu'on fait aujourd'hui, s'il y a un poste en salarié, on peut faire le même poste en freelance. Pourquoi est-ce que les entreprises peuvent préférer d'avoir besoin des freelances? Parce qu'avoir des freelances, ça apporte de la flexibilité. Aujourd'hui, si je démarre, je n'ai pas forcément besoin d'embaucher une personne sur la longue durée quand je ne connais pas si mon business sera pérenne. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une personne qui sera là pour une courte durée déterminée qu'on pourra justement remplacer à tout moment. En fait, c'est un contrat qui est plutôt fragile, on va dire. Le CDI, c'est plutôt sécurisé en France en tout cas. Le freelancing, du jour au lendemain, la mission peut s'arrêter. Donc, c'est un contrat de prestation de service. Quand je dis ça, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être freelance? Comme c'est plus risqué que le salariat, naturellement, les niveaux de revenus qu'on peut avoir en freelance peuvent passer à 2,5 fois 3. On peut multiplier ses revenus fois 2 simplement en quittant de salarié et freelance. Donc, voilà un peu ce que c'est que le freelance. C'est tout simplement être consultante indépendante qui apporte des prestations de services aux entreprises. Tout ce qu'on peut faire en salarié, on peut faire cela en freelance, quel que soit le métier. Maintenant, pourquoi moi, j'ai décidé de quitter du salariat pour migrer vers cette nouvelle forme de travail qui commence de plus en plus à prendre de l'ampleur? Moi, à la base, quand je commence à travailler, moi, je ne connais pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que ça veut dire entreprendre. J'ai une vision du monde, je vais intégrer une entreprise, évoluer pendant 20 ans, progresser dans la hiérarchie. Et voilà la vision que j'ai. Sauf qu'à un bout d'un moment, j'ai une perte de sens dans mon travail et je commence à me questionner sur les alternatives possibles. Il y a un aîné académique qui a réussi à créer une boîte de conseil qui fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il nous présente un peu le salariat, le freelancing, l'entrepreneuriat. Et c'est ce jour, je vous assure les amis, c'est ce jour que je comprends réellement qu'être salarié, c'est simplement échanger son temps contre de l'argent. Vraiment. C'est uniquement ce jour que j'ai compris qu'en tant que salarié, le contrat avec l'entreprise, c'est j'échange mon temps, mon expérience contre l'argent. Et quand tu es salarié, tu as un peu une relation de subordination avec l'entreprise dans le sens où tu dois rendre des comptes à ton manager, tu as des évaluations. Et donc, il y a une certaine, j'ai une certaine liberté, entre guillemets, un peu moins côté salarié parce que tu dois rendre des comptes avec l'entrepreneur, avec ton manager. Et en plus, quand tu es salarié, en fait, c'est l'entreprise qui porte le risque. Et comme c'est l'entreprise qui a le risque, donc la rémunération doit être le minimum possible
pour que tu acceptes de faire le poste. Donc, on est salarié, l'entreprise nous donne le minimum de salaire nécessaire pour qu'on accepte de faire le poste. Ce n'est pas forcément le salaire le plus élevé, c'est le salaire juste. C'est juste le nécessaire pour que vous acceptez à faire le poste. C'est ce jour que je comprends cela. Il nous présente le freelancing. Être freelance aussi, c'est échanger son temps contre de l'argent. Mais par contre, cette fois-ci, je n'ai pas de rapport de subordination. Je peux choisir mes missions, je peux choisir mes clients, je peux choisir avec qui je peux travailler et surtout, je gagne plus d'argent, 2 fois plus. Et en plus même, quand on est salarié, il y a d'autres activités internes en entreprise. En tant que freelance, je dispose mon temps, entre guillemets, plus ou moins comme je souhaite. Je mets les guillemets, on pourra revenir sur les guillemets plus tard, ok? Donc, je comprends que je peux gagner 2 fois plus en faisant le switch de salarié vers freelance. Et moi, à titre personnel, la retraite, j'estime que je vais travailler moi-même pour pouvoir financer ma retraite. Donc, l'argument de retraite du salarié, ça ne m'intéressait pas forcément, raison pour laquelle j'ai fait facilement le switch. Donc, je comprends cela, je suis en perte de sens et je me dis, pourquoi pas tester? Et donc, je décide donc de me lancer en aventure, entre guillemets. Je disais souvent que c'était comme si j'avais fait un saut en parachute et je ne savais pas si le parachute allait s'ouvrir. Vraiment, c'était ça pour moi, l'expérience de quitter le salariat vers le freelance. Donc, une fois que j'ai ce déclic-là, suite à la présentation de mon aîné académique, je comprends que je vais tester cette aventure et je décide de tester. Quand je décide de tester, comment ça marche réellement? Comment est-ce que je réussis justement au moment où je décide de quitter le salariat, comment je réussis enfin à devenir freelance? C'est une procédure en 4 étapes clés. Okay? La première étape clé que j'ai mis en place pour pouvoir devenir freelance, j'ai contacté les personnes autour de moi qui étaient réellement freelance. Il y en avait pas mal dans mon domaine, en data science, en risque de crédit, analyse quantitative. J'ai contacté des personnes autour de moi qui avaient fait la transition. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que moi, j'estime que dans la vie, si vous souhaitez réaliser n'importe quoi, la meilleure manière que vous avez pour réussir, c'est d'aller parler aux personnes qui ont réussi à faire la transition. Je vois beaucoup de personnes qui veulent réussir à faire des choses, mais ne parlent pas. On cache pour nous, on veut cacher, on a peur de parler aux autres. Non, vous ne pouvez pas réussir des choses incroyables dans vos vies si vous ne parlez pas aux personnes qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait le premier pas. Premier pas, j'ai identifié autour de moi les personnes qui sont freelance. J'ai fait des déjeuners avec eux, j'ai fait des après-midi, les after-work, l'école. Donc, vraiment, c'était une phase un peu je comprends un peu le marché dans lequel je m'en vais. Et quand je discute avec ces personnes me disent en fait, Natacha, c'est pas risqué parce qu'on se dit en fait que si je deviens freelance, comment je fais pour avoir mes clients, comment je fais pour avoir des missions, est-ce que c'est risqué? Donc, toutes ces personnes me disent, dans le monde du risque de crédit aujourd'hui, il y a pas mal de modèles à développer, la situation économique, on a besoin de développer des solutions machine learning. Donc, Natacha, t'inquiète pas, si tu démissionnes, tu auras des opportunités. Okay? En plus, même, quand tu démissionnes, on est en France, en fait, il y a des mécanismes qui permettent justement de bénéficier du chômage, en fait, lorsque tu auras fait cette transition vers freelance. Donc, si tu le fais, si tu arrives à avoir parfois des ruptures conventionnelles, tu pourras justement bénéficier justement du chômage. Donc, pendant 12 mois, 18 mois, tu auras des revenus, même si tu n'as pas de mission. Donc, voilà un peu une première chose que j'ai compris. Donc, ce n'est pas si risqué que ça. Deuxième chose que j'ai également compris, c'est que pour pouvoir faire cette transition, il faut avoir, entre guillemets, 3 à 6 mois pour vivre. Parce que tu te dis, je vais prendre 3 mois, 6 mois pour avoir ma première mission. Donc, deuxième étape clé, moi, je me suis demandé, OK, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai cette ressource nécessaire pour pouvoir vivre, même si je n'ai pas de mission? Il faut savoir que moi, en parallèle de mon salariat, j'avais d'autres activités qui me permettaient de payer mon loyer et mes dépenses quotidiennes. Donc, je gagnais à peu près 2 000 € en plus de mon salaire. Et donc, le fait d'enlever mon salaire, c'était pas tant risqué que ça parce que je pouvais encore payer mon loyer, vous voyez. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai réussi. Je n'avais pas forcément 3 à 6 mois pour vivre, mais j'avais quand même eu cette source de revenus supplémentaires qui me permettait de vivre, même si je n'ai pas de mission. C'est ça qui m'a permis justement à facilement prendre le pas parce que j'avais cette sécurité, entre guillemets, ok? Donc, je comprends que pour pouvoir quitter salariat avec freelance, il peut y avoir 3 à 6 mois de sécurité, le temps de trouver une mission. Mais moi, je n'avais pas eu besoin de ces 3 à 6 mois de sécurité. J'avais une activité parallèle. Deuxième étape clé. Troisième étape clé, les personnes que j'ai contactées m'ont mis en relation avec ce qu'on appelle les ESN, les entreprises de services numériques, ou alors les boîtes de conseil qui travaillent pour les grands groupes. Okay? Parce que lorsqu'on est freelance, surtout quand on travaille dans le monde des grands groupes, ce monde que moi je maîtrise, on ne peut pas travailler en direct. Natacha, je ne peux pas aller voir directement, je ne sais pas trop quoi, EY, je dis même EY. Natacha, je ne peux pas aller voir directement BNP par exemple et dire BNP, je veux bosser avec vous sur telle thématique. Non. Pour pouvoir, BNP a un cabinet, un pool de boîtes de prestations avec lesquelles elle travaille. Donc, ce qui est intéressant quand on veut travailler par les grands groupes, il faut identifier toutes les boîtes de conseil qui travaillent avec BNP. Toutes les ESN qui travaillent avec BNP. C'est ce que j'ai fait en fait. Donc, mon entourage m'a permis d'identifier
les ESN qui travaillent avec les grands groupes. Donc, c'est avec eux que je deal, c'est avec eux que je discute. Donc, une fois que j'ai discuté avec mes amis, j'ai commencé à discuter avec les responsables des ESN. On a pris des cafés, on a pris des déjeuners. J'ai présenté mon projet, j'ai présenté mon parcours, j'ai présenté les projets sur lesquels je peux travailler. Parce qu'en tant que freelance, il faut avoir de l'expertise. Moi, j'avais déjà 3 ans d'expérience. Donc, j'avais quelque chose que je pouvais apporter à mes clients. Et donc, je discute avec ces boîtes d'ESN qui sont référencées dans les grands groupes. Et c'est comme ça que ces ESN me positionnent auprès des grandes entreprises. Et je trouve ma première mission. Donc, vous voyez un peu le schéma. C'était pas... Et un point important que je dois préciser, quand je démissionne, je n'ai pas de mission. Et beaucoup de personnes, quand on quitte de salariat vers freelance, on n'a pas de mission, raison pour laquelle il faut avoir 3 à 6 mois de rémunération de salaire ou bien 3 à 6 mois de vie pour ne pas justement se mettre en danger. Et avec les bons mécanismes, si vous réussissez à avoir les ruptures conventionnelles, vous pouvez bénéficier du chômage qui vous permet justement, en France en tout cas, de pouvoir faire la transition de façon rapide et facile. D'accord ? Donc, voilà les étapes clés que j'ai mis en place pour pouvoir devenir freelance. Et aujourd'hui, je suis freelance et je travaille à mon propre compte. Ça fait déjà bientôt 3 ans. Et donc, vous voyez bien que c'est une alternative au salariat. Et quand on devient freelance, il y a une question qui se pose. Comment trouver son statut? Est-ce qu'il faut être un auto-entrepreneur? Est-ce qu'il faut créer une entreprise, une SAS? Est-ce qu'il faut créer une EAUL? Donc, quel type de statut choisir? Moi, je suis allée tout de suite vers la SASU. On pourra refaire des vidéos. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo précise sur cet aspect-là. Une fois qu'on a cela, il y a plusieurs mécanismes. Je vous explique les mécanismes. Il y a ce qu'on appelle le portage salarial, c'est-à-dire vous êtes freelance, mais vous êtes salarié porté par une entreprise. Il y a ce qu'on appelle le freelance indépendant avec une boîte. Si vous souhaitez comprendre comment ça marche, je vous ferai une vidéo. Donc, pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je pense que vous devez considérer le freelancing? Comme je l'ai dit, si vous êtes entrepreneur, vous avez l'âme d'entrepreneur, je pense que quand on est salarié, c'est la première étape pour passer à l'entrepreneuriat. Moi, ce qui m'a permis de comprendre le monde de l'entrepreneuriat et être vraiment entrepreneur. Vous gagnez beaucoup plus. Vous pouvez justement choisir vos clients, choisir vos missions. Vous avez plus de flexibilité. Et moi, ça m'a permis de comprendre que la liberté, c'est vraiment un critère qui est important pour moi. Raison pour laquelle j'ai fait ce suite. Parce que grâce à ce que je gagne en tant que freelance, je peux maintenant préparer ma retraite. Je peux investir. Donc, je pilote ma vie comme je le souhaite. Donc, voilà un peu moi, les raisons qui m'ont poussé à devenir freelance, la procédure que j'ai mis en place. Donc, je vous rappelle, la procédure elle est simple. Je contacte mon entourage. Si mon entourage me met en contact avec leur réseau, le réseau, je mets les déj, les après-midi, les discussions. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir ma première mission. En parallèle, je me suis aussi inscrite sur des sites. Mais à titre personnel, ce n'est pas sur les sites-là que j'ai trouvé des missions. Mes missions, c'est toujours mon réseau. Je discute. Vraiment, prenez le temps de discuter avec les gens. Raison pour laquelle je pense que quand vous devenez dans le monde d'entreprise, faites l'effort de discuter avec d'autres personnes parce que c'est votre réseau. C'est ça qui va vous permettre de facilement passer à la prochaine étape. Une question clé que je me suis posée en faisant le switch de salarié vers freelance, c'était quel est le TJM, taux journalier moyen, en gros, le chiffre d'affaires, la rémunération que je devais demander, le prix de ma prestation par jour. Donc, on est freelance, on price sa prestation à la journée. Ça dépend du contrat, mais moi, il y a ce qu'on appelle le TJM, taux journalier moyen. Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir trouver le mien? En fait, c'était simple. Toutes les personnes de mon entourage qui ont le même profil que moi, qui ont le même parcours que moi, qui proposent les mêmes services que moi auprès des entreprises, je leur demandais en fait combien est-ce que je peux demander. Ce que j'ai fait la moyenne de tout ce que j'ai obtenu, j'augmente 20%. Donc, je prends tout ce que j'obtiens, j'augmente 20%. C'est ça mon TGM, vous voyez. Et c'est à partir de ça que je base mes négociations. Et au niveau du TGM, il faut savoir que ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la durée du projet, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on pourra faire une vidéo détaillée là-dessus. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus. En tant que freelance, un point important, c'est développer sa visibilité. Et moi, je travaille là-dessus tous les jours. Au quotidien, j'ai compris que quand on est une entreprise, parce que je dis Natacha, c'est une entreprise, il y a plusieurs prestations. Il y a les services que je propose, il y a les services auprès des entreprises que j'accompagne en data science, en machine learning, il y a les services auprès de particuliers qui souhaitent monter en compétences en intelligence artificielle, il y a des formations, il y a des coachings. Donc, c'est une entreprise. Et en tant qu'entreprise, il faut faciliter la vie à ses clients pour être visible. Raison pour laquelle moi, je recommande aux freelances de vraiment être visible pour pouvoir trouver des missions, pour pouvoir avoir des sources de revenus parallèles. Parce que comme c'est risqué, il faut tout de suite dérisquer. Moi, ma stratégie pour dérisquer, j'étais déjà visible sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes me contactaient pour pouvoir avoir des formations. Donc, une source de revenus alternative que j'ai, c'est les revenus de coaching, de formation que je fais en fait. Donc, si je n'ai pas de mission de freelance, en réalité, je peux basculer vers une autre activité. Et vous également, si vous souhaitez devenir freelance, commencez déjà à avoir cette vision-là. Okay? Il ne faut pas que mon activité repose 100% sur mes clients. Il faut que j'ai d'autres sources de revenus qui me permettent de gérer
les périodes où je n'ai pas de mission, ce qu'on appelle les périodes d'intercontrat. Si vous souhaitez savoir pourquoi est-ce que je vous recommande de vous lancer sur YouTube, même si vous avez très peur, même si vous avez 0 abonnés, même si vous n'avez pas d'expérience, je vous invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous partagez autour de vous pour aider d'autres personnes à devenir freelance et à comprendre réellement ce qui se cache dans ce thème. Sur ce, les amis, dites-moi en commentaire quelle autre vidéo je dois faire sur le sujet. Prenez bien soin de vous et à demain pour la suite de ce challenge. Let's go!